Bonjour, soyez les bienvenus à l'Assemblée nationale. Le débat sur la fin de vie se poursuit. Deux textes sont à l'ordre du jour. Le premier vise à faciliter l'accompagnement et l'accès aux soins palliatifs alors qu'un Français sur deux n'a pas accès à ces soins. Le second texte, beaucoup plus sensible, vise à octroyer une aide à mourir à certains patients qui en font la demande sous certaines conditions strictes. Précisons que le 27 mai dernier, la même proposition de loi créant une aide à mourir avait été adoptée à une très large majorité ici à l'Assemblée nationale. Le texte est ensuite parti devant les sénateurs qui l'ont largement modifié pour finir par le rejeter. Résultat des courses, eh bien, les deux propositions de loi reviennent ce jour à l'Assemblée nationale. On va entendre tout de suite les deux rapporteurs, Annie Vidal et Olivier Falorni. On se retrouve dans un court instant. Nous allons débattre une nouvelle fois d'un sujet qui nous concerne tous et qui touche à l'essence même de notre humanité. Accompagner une personne en fin de vie, c'est lui reconnaître sa valeur dans la fragilité, dans la souffrance et lui dire qu'elle compte. C'est un acte de solidarité. Il ne s'agit pas seulement de soigner, mais d'accompagner la vie jusqu'à son terme, d'écouter et d'entourer la personne dans cette ultime étape. Dans ce moment, chacun doit pouvoir être accompagné s'il le souhaite, par ses proches, mais aussi par des bénévoles et par des professionnels que je veux saluer ici, tant ils prouvent chaque jour qu'accompagnement et soins vont de pair. Pourtant, aujourd'hui encore, je le regrette, trop de malades n'ont accès ni à un accompagnement, ni à des soins palliatifs. Trop de familles vivent ces derniers moments dans l'angoisse et le désarroi, et parfois même dans l'isolement. Cela tient en partie aux lacunes de notre système de santé. 18 départements ne disposaient pas d'unités de soins palliatifs fin 2025. Il en sera créé 9 en 2026, 5 en 2027-28. Et bien qu'un droit d'accès aux soins palliatifs avait été consacré dès la loi du 9 juin 1999, à ce jour, l'accès à ces services reste toujours illégal selon les territoires. Pour autant, ces chiffres montrent les évolutions qui sont et seront accomplies chaque année. Il y a aujourd'hui moins de départements sans unité de soins palliatifs que lors du débat de l'examen de ce texte l'année dernière. La dynamique est donc bien réelle et nous la soutiendrons ardemment pour rendre effectif l'accès à l'accompagnement et aux soins palliatifs et pour donner une impulsion décisive à la stratégie décennale présentée par le gouvernement. Dans cette perspective, je pense que nous pouvons saluer le travail qui a été accompli jusqu'à présent. Nous vous proposons ce soir un texte plus clair, plus concis, plus normatif et qui, sur le fond, se rapproche des définitions de l'Organisation mondiale de la santé. Ainsi, il garantira une prise en charge globale des patients et de leur entourage. Ce texte peut, j'en suis convaincue, faire l'objet d'un consensus avec le Sénat, qui a largement adopté cette proposition de loi en première lecture, après que nous l'ayons nous-mêmes adoptée à l'unanimité. Je sais que certains d'entre vous souhaitent revenir sur des dispositions supprimées par le Sénat, telles que l'inscription d'un droit opposable, d'une loi de programmation ou encore de mentions relatives à l'aide à mourir. Quant à François Gernigon et moi-même, nous vous proposerons de rétablir l'article 10 qui crée les maisons d'accompagnement et de soins palliatifs, une disposition essentielle et attendue de ce texte. Nous aurons l'occasion de débattre chacun de ces points. Mais pour parvenir à un consensus, il nous faudra garder à l'esprit que les modifications formulées par le Sénat sont intéressantes et source de vraies améliorations rédactionnelles. Je serai également très vigilante au maintien de la distinction totale avec la proposition de loi sur l'aide à mourir dont l'objet est différent et dont nous débattrons juste après. Chers collègues, certains sujets transcendent les clivages et les intérêts partisans. L'accompagnement et les soins palliatifs en font partie car ils touchent à l'essentiel, la vie et la mort. L'accompagnement et les soins palliatifs traduisent l'engagement de la société à ne laisser personne seul dans les derniers moments de sa vie, à garantir à chacun un accompagnement, une présence, un soulagement, quelle que soit sa situation, sa fragilité ou l'évolution de sa maladie. Il s'agit là d'un regard d'humanité sur les personnes en situation de grande vulnérabilité que je porte de longue date.
Il s'agit d'une promesse de non-abandon faite par les familles à leurs proches, par les soignants à leurs patients et par la République fraternelle à ses citoyens. Si notre objectif commun est de garantir à toutes et tous une fin de vie apaisée et accompagnée, notre politique doit aussi refléter cette volonté de construire une société humaine et solidaire qui ne laisse personne face à la mort. Chers collègues, comme je l'ai fait l'année dernière, je vous invite à nouveau, dans un esprit de fraternité, à voter massivement pour cette proposition de loi, en pensant d'abord aux malades, à leurs proches et aux soignants qui les accompagnent. Pour eux, je vous remercie. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, mes chers collègues rapporteurs, chers collègues. Il y a parfois pire que la mort. Dire cela, c'est regarder lucidement la réalité de la vie, dans ce qu'elle a de plus beau, mais aussi dans ce qu'elle a de plus cruel. Oui, il y a parfois pire que la mort. Quand la vie n'est devenue qu'une inexorable agonie. Oui, il y a parfois pire que la mort. Quand la vie n'est devenue qu'un océan de souffrance que rien ne peut plus apaiser. Oui, il y a parfois pire que la mort. Quand la vie n'est devenue qu'une survie hurlante, sans le moindre espoir de guérison, et dont la seule espérance est celle de l'ultime délivrance. Cette douloureuse réalité, nous devons la regarder en face et nous devons l'aborder avec respect et humilité. C'est d'ailleurs ce que nous avons fait à plusieurs reprises dans cet hémicycle. On pourrait d'ailleurs parler ce soir de troisième lecture, notre réelle première lecture ayant été brutalement interrompue par la dissolution en juin 2024. De telle sorte que s'il y a un mot qui n'est vraiment pas adapté pour qualifier le processus législatif sur la fin de vie, c'est bien celui de précipitation, c'est même tout l'inverse. Mesurons bien que la première proposition de loi sur le sujet a été déposée par le sénateur Caillavet en 1978, j'avais à peine 6 ans, et en 2021 déjà, ici même, je défendais le droit à cet ultime recours. Jusqu'à présent, l'Assemblée nationale a su montrer sur ce sujet le meilleur visage d'elle-même, en réussissant à s'élever à hauteur du débat plutôt qu'à se rabaisser au niveau des réseaux sociaux. Sur ces derniers, le point Godwin est désormais atteint. Vous savez, ce principe qui veut que lorsqu'on n'a plus d'arguments, on vous compare au nazisme ou à Hitler. Mais je suis en prestigieuse compagnie. Simone Veil l'avait elle-même subi pendant le débat sur l'IVG, puisqu'elle fut accusée ici même d'être une génocidaire, elle, la rescapée d'Auschwitz. Alors, mes chers collègues, continuons à débattre dans cette enceinte comme nous l'avons fait depuis le début, dans le respect des convictions et des consciences. Et je le dis ici, je respecte profondément les convictions intimes de chacune et de chacun d'entre vous, profondément. Et je souhaite que l'on puisse parler de l'essentiel et en premier lieu parler à celles et ceux qui sont hélas concernés, c'est-à-dire les malades. En lisant les comptes rendus de nos débats précédents, je me suis aperçu que le mot malade apparaissait finalement assez peu. C'est un comble. Alors que ce texte sur la fin de vie parle de la maladie, pas de la vieillesse, mais de la maladie grave et incurable, celle qui vous condamne. Alors parlons des malades, pensons aux malades. Écoutons les malades. C'est pour eux que nous sommes là. Écoutons les grandes associations de malades et d'usagers de la santé. France Asso Santé, qui regroupe plus de 80 associations nationales. Le collectif handicap, qui rassemble une 50aine d'associations nationales. L'ARSLA, qui accompagne les malades de Charcot. La Ligue contre le cancer. Toutes ces associations se battent pour les malades, pour leur guérison, pour leur prise en charge, pour leur accompagnement. Mais toutes ces associations, tous ces collectifs que je viens de citer soutiennent cette proposition de loi. Alors écoutons les malades et même, écoutons les Français. Au tout début de ce mois, l'IFOP a interrogé nos concitoyens sur la proposition de loi dont nous débattons. Résultat, 94% des Français sont favorables. 87% des sympathisants de gauche sont favorables. 86% des sympathisants de droite sont favorables.
90% des sympathisants du RN sont favorables. Et même 78% des catholiques pratiquants. Et je rappelle que, d'ailleurs, dans la question, il était même précisé suicide assisté et euthanasie. Tout cela confirme les résultats de la Convention citoyenne et de tant et tant d'enquêtes d'opinion précédentes. Alors oui, mes chers collègues, il serait temps d'écouter et de respecter la demande des Français et d'écouter les malades. Et j'ai envie, en conclusion, de vous citer le SMS que je viens de recevoir juste avant de monter à la tribune. Ce SMS écrit « Bon courage Olivier » et essaye de leur rappeler qu'ils vont mourir eux aussi. Il est signé Charles Bietri. Je vous remercie. Voilà pour les rapporteurs de ces deux propositions de loi sur la fin de vie qui reviennent donc à l'Assemblée après leur examen assez chaotique au Sénat, puisque les sénateurs ont totalement réécrit pour finir par rejeter la proposition de loi qui instaure une aide à mourir sous certaines conditions strictes. Sur ce sujet extrêmement sensible, eh bien, chacun a ses convictions profondes. Les partisans de l'aide à mourir parlent d'une ultime liberté qu'on devrait laisser à chacun d'entre nous, tandis que ces détracteurs évoquent une rupture de civilisation. Place tout de suite à la discussion générale. On se retrouve tout à l'heure. En France, certains départements ne disposent toujours pas d'unités de soins palliatifs et 48% seulement des besoins en soins palliatifs sont aujourd'hui couverts. Cette situation n'est plus acceptable tant un accompagnement de qualité en fin de vie repose avant tout sur une offre de soins de proximité, aussi bien sur le plan matériel que sur le plan humain. L'enjeu principal de cette proposition de loi est donc de renforcer les soins palliatifs et d'accompagnement. Ce renforcement sera concrétisé par de nombreux apports législatifs prévus dans le texte, à l'image de l'article 2 qui structure l'organisation territoriale des soins ou de l'article 8 qui introduit la formation à l'accompagnement de la fin de vie et à l'approche palliative pendant les études médicales. Cette formation sera très complète, abordant la prise en charge de la douleur, l'accompagnement de fin de vie, les dispositifs d'expression de la volonté des malades, l'accueil des personnes en perte d'autonomie et de discernement. Je veux aussi citer la création des maisons d'accompagnement prévues par l'article 10, qui seront des structures alternatives entre l'hôpital et le domicile, destinées à accueillir le malade lorsque les conditions matérielles ne lui permettent pas de demeurer chez lui. Le rejet de cet article en commission des affaires sociales est incompréhensible tant ces maisons s'inscrivent dans une approche globale, pluridisciplinaire et non hospitalière au bénéfice des malades. Son rétablissement est donc indispensable. Mais la hausse de l'offre de soins palliatifs et d'accompagnement suppose également un engagement financier conséquent. C'est la raison pour laquelle la stratégie décennale prévoit un budget sans précédent de plus d'1 milliard d'euros sur 10 ans, soit 100 millions d'euros inscrits chaque année en loi de financement de la sécurité sociale. Ce texte ne s'oppose en rien à la proposition de loi sur la fin de vie. Leur complémentarité est essentielle, dans le respect absolu de la volonté de la personne de recourir aux soins palliatifs ou à l'aide à mourir. L'esprit de cette proposition de loi est donc d'offrir un cadre législatif renforcé visant à permettre de soulager les souffrances de la personne. S'agissant de la proposition de loi relative à l'aide à mourir, en première lecture, notre Assemblée a été à la hauteur du moment, puisque nous avons adopté un texte équilibré le 27 mai 2025, après 170 heures de débat, dans le respect des sensibilités de chacun sur ce sujet sociétal si complexe. Alors que l'examen du texte au Sénat aurait pu permettre de compléter nos travaux, force est de constater que celui-ci s'est avéré totalement infructueux. Après avoir vidé complètement la proposition de loi de sa substance, les sénateurs ont fini par rejeter un texte qui n'avait plus de sens. Cette expression parlementaire est aussi décevante pour les malades en attente de l'évolution de notre cadre législatif que curieuse pour toutes celles et ceux qui travaillent sur le sujet depuis tant d'années. Ce rejet a au moins un avantage, il nous permet de débattre une nouvelle fois sur le texte de l'Assemblée nationale dont la teneur a été conservée lors de son examen en commission des affaires sociales. Je veux le redire, il s'agit d'un texte d'équilibre qui assure la continuité et la complémentarité de la proposition de loi sur les soins palliatifs et d'accompagnement. L'aide à mourir est avant tout un nouveau droit et une liberté. Il n'enlève rien à personne. Il offre une possibilité et une réponse à la demande du patient dont l'éventuelle mise en œuvre est conditionnée par un choix qui lui appartient et que nous n'avons pas à juger.
Elle repose sur une définition claire dans un cadre juridique précis, des conditions rigoureuses et cumulatives prévues par l'article 4, ainsi qu'une procédure très encadrée par les articles 5 à 13 qui constituent le cœur du texte. Ces critères sont semblables et communs à ceux en vigueur dans d'autres pays qui pratiquent l'aide à mourir. Les facteurs d'éligibilité sont les suivants: la majorité, la nationalité ou la résidence en France, l'affectation grave et incurable, la souffrance physique ou psychologique en lien avec l'affection et la manifestation de la volonté de façon libre et éclairée. Cela entraîne de fait la non-éligibilité des personnes atteintes d'une maladie psychiatrique, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap et les mineurs, contrairement à ce que certains voudraient faire penser. Sur l'évolution du texte, à titre personnel, je regrette le maintien de la suppression de la faculté de choisir entre une auto-administration et une administration de la substance létale par un professionnel de santé, puisque l'auto-administration demeure le principe, sauf en cas d'inaptitude physique. J'ai donc déposé un amendement visant à rétablir cette possibilité de choix. J'attire aussi votre attention sur le fait que la demande réitérée ne permettra pas aux personnes dont l'incapacité d'exprimer cette demande d'accéder à mourir si elles souffrent d'une maladie neurodégénérative, par exemple. Nous devons apporter une réponse à ces malades, à l'image d'un malade de Loire-Atlantique atteint par la maladie de Charcot, dont je veux vous citer le témoignage. Dès l'annonce du diagnostic, puisque je ne peux plus maîtriser ma vie, j'ai voulu maîtriser la seule chose qui pouvait me rester, mon dernier souffle. C'est la raison pour laquelle j'ai déposé un amendement proposant de créer une demande anticipée d'aide à mourir strictement encadrée, car la manifestation de la volonté réitérée du consentement doit être recherchée en priorité. Je souhaite insister sur un point très important. Le droit de recourir à l'aide à mourir repose d'une part sur le choix du malade dans le respect de la dignité de la personne et d'autre part sur le respect de la conviction des soignants de participer ou non à la procédure, puisque le texte leur accorde la protection par la clause de conscience. Après autant d'attentes, l'Assemblée nationale doit à nouveau se prononcer. Je crois qu'il est de notre devoir de répondre à la demande exprimée par les malades et les associations qui les représentent. Je crois aussi que l'obstruction parlementaire n'est pas la bonne réponse à apporter aux 84% des Français et aux 74% des médecins favorables à l'aide active à mourir, d'après une récente enquête d'opinion. C'est la raison pour laquelle je déplore à titre personnel que certains députés aient fait le choix de déposer des centaines d'amendements dont le seul objectif est de ralentir nos travaux et non pas de débattre sur le fond. Nos débats avaient d'ailleurs été respectueux, parfois tendus, mais ils ont prouvé que l'Assemblée nationale, dans sa configuration actuelle, était capable d'adopter un texte équilibré avec une majorité indiscutable, puisque 305 députés avaient voté en faveur de la proposition de loi. Enfin, à ceux et celles qui indiquent que nous avons manqué de temps pour débattre sur ce sujet ou qu'il ne s'agit pas d'une priorité pour les Français, je veux leur dire que de nombreux travaux sont engagés depuis des années, à l'image du CCNE, de la Convention citoyenne, de la commission spéciale à laquelle j'ai eu l'honneur d'appartenir. Ce texte est conforme aux valeurs de la République: liberté de choix, égalité d'accès aux soins, fraternité pour l'accompagnement en fin de vie. Notre droit doit pouvoir permettre à chacun et chacune une fin de vie libre et choisie, dans les conditions les plus dignes, lorsque la maladie ou la douleur n'est plus supportable et qu'aucun traitement n'est efficace. Mes chers collègues, dans mon expérience professionnelle, j'ai eu à accompagner de nombreux patients et des familles, et notamment les toutes premières victimes du sida. Mon guide a toujours été le respect de la personne, de sa dignité, de ses décisions et en parallèle le respect des soignants que je remercie pour leur travail au quotidien si difficile. La parole est à Madame Agnès Firmin-Lebaudot pour le groupe Horizon et Indépendants, pour une durée de 10 minutes. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires sociales, Monsieur le rapporteur général, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, chers collègues. Légiférer sur la fin de vie, c'est accepter de regarder en face ce que notre société s'emploie chaque jour à conjuguer, la finitude. Nous avons appris à prolonger la vie, c'est l'honneur de la médecine. Nous avons repoussé les frontières de la maladie, apprivoisé des pathologies qui, hier encore, emportaient en quelques semaines. Mais nous n'avons pas encore appris, en droit, à reconnaître cet instant où prolonger n'est plus soigner,
où maintenir n'est plus protégé, où le courage n'est plus de résister, mais d'accompagner celui qui demande à partir. Notre groupe votera en majorité en faveur de la proposition de loi relative à l'accompagnement et aux soins palliatifs. Il y a là un consensus précieux, fruit d'un travail largement transpartisan, enrichi par les apports de tous les groupes et du Sénat. S'agissant de la proposition de loi instaurant une aide à mourir, je m'exprimerai cette fois à titre personnel, car il n'y a pas de position unanime dans notre groupe, et cela est légitime. Ce texte touche à l'intime de chacun. La République accompagne ses citoyens de la naissance à la mort. Elle les éduque, elle les soigne, elle les protège. Elle a su, au fil des siècles, construire un édifice de droit qui honore la dignité humaine à chaque étape de l'existence. Mais, au seuil de la dernière épreuve, quand la maladie a épuisé les recours de la science et que la souffrance est devenue le seul horizon, la République détourne le regard. Elle dit « Nous ne pouvons rien pour vous ». Ce texte est, je crois, le refus de cette impuissance. C'est à cet instant précis, à cette frontière entre le soin et le silence, que ce texte propose, par une réponse universelle, car il n'en existe pas, mais un chemin. Un chemin balisé, exigeant, respectueux de la conscience de chacun. Voilà bientôt 4 ans que ce chemin se trace. 4 ans depuis l'engagement fort du président de la République. 4 ans rythmés par l'avis du comité consultatif national d'éthique, par les travaux de la Convention citoyenne et de ses 184 membres tirés au sort que je tiens à saluer respectueusement, par l'élaboration d'un projet de loi, par une dissolution qui a tout interrompu, par la reprise sous forme de 2 propositions de loi, par un vote clair de notre Assemblée en mai 2025, comme ça a déjà été rappelé, 305 voix pour, 119 contre, puis par un rejet du Sénat en janvier dernier. 4 ans alors que partout en France, des malades, des familles, des proches attendent toujours. Le vote de mai 2025 dans cet hémicycle était l'aboutissement d'un débat digne, habité, où chacun a pu exprimer ses convictions, ses doutes, ses blessures intimes. Un débat d'où nous pouvions être collectivement fiers. Et puis, il y a eu le Sénat. Je veux être précise, je respecte le rôle de la Chambre haute. Mais ce qui s'est passé au Palais du Luxembourg en janvier dernier n'est pas un simple désaccord entre 2 chambres. C'est un déni. Le Sénat n'a pas amendé notre texte, il l'a vidé de sa substance. L'article central, celui qui instaurait le droit à l'aide à mourir, a été supprimé. Remplacé par quoi? Par un droit au meilleur soulagement possible de la douleur, c'est-à-dire une réaffirmation de ce qui existe déjà depuis la loi Claes-Leonetti. Autrement dit, rien de nouveau, si ce n'est un amendement Claes-Leonetti 2. Rien pour ceux qui souffrent au-delà de ce que les soins palliatifs peuvent apaiser. Au terme de cet examen, le texte a été rejeté par 181 voix contre 122. Rejeté par la gauche, qui ne pouvait cautionner un texte dénaturé. Rejeté par une partie de la droite elle-même, qui mesurait l'impasse. Ce n'est pas un vote de sagesse, mes chers collègues, c'est un rendez-vous manqué avec les Français. Car les Français, eux, se sont exprimés. Sondage après sondage, près de 9 sur 10 d'entre eux souhaitent que la loi évolue. Je le dis avec gravité, on ne peut indéfiniment faire attendre ceux qui souffrent au nom de désaccords que le débat démocratique a vocation à trancher. Alors, nous reprenons la main. Et nous la reprenons avec sérénité, humilité, parce que le texte que la Commission a adopté est un texte solide. Permettez-moi de rappeler que ce texte est ce qu'il n'est pas. Et permettez-moi de le faire avec une conviction nourrie par l'expérience, celle d'une ministre qui a eu l'honneur de contribuer à l'écriture de ce texte au sein du gouvernement, dans un travail patient, d'écoute et de co-construction, et ce, de façon transpartisane. Ce texte n'est ni l'euthanasie, ni le suicide assisté tel qu'ils existent ailleurs. C'est un modèle français, construit sur une ligne de crête exigeante entre la liberté du malade et la protection des plus vulnérables. Ce modèle repose sur 5 conditions cumulatives. Être majeur, être français ou résider de façon stable et régulière en France, être atteint d'une affection grave et incurable, engageant le pronostic vital en phase avancée ou terminale, présenter une souffrance constante, réfractaire au traitement ou insupportable, et être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. 5 conditions, pas une de moins.
Ce n'est pas une grande porte ouverte, c'est un chemin balisé, accompagné, contrôlé. Je sais que certains de nos collègues auraient souhaité aller beaucoup plus loin, notamment en instaurant le libre choix entre auto-administration et administration par un tiers. Je comprends cette position, mais je ne la partage pas. Je l'ai dit en première lecture et je le redis. La distinction entre l'auto-administration comme règle et l'intervention du soignant comme exception n'est pas technique, elle est éthique. Elle est ce qui permet aux professionnels de santé d'accompagner ce dispositif en confiance. Supprimer cette limite, c'est risquer de perdre les soignants. Et sans les soignants, il n'y a pas de loi applicable. De la même manière, je reste attentive à la définition de la phase avancée. La séance publique de première lecture avait adopté un amendement que j'avais porté avec le gouvernement, reprenant la définition de la haute autorité de santé. Une phase caractérisée par l'entrée dans un processus irréversible, marqué par l'aggravation de l'état de santé de la personne malade, qui affecte sa qualité de vie. Cette définition est claire, objectivable, compréhensible par les médecins comme par les malades. Elle doit rester notre boussole. Mes chers collègues, je veux dire un mot du lien entre ce texte et la proposition de loi sur les soins palliatifs que nous examinons également cette semaine. On a voulu les opposer. On a voulu nous faire croire qu'il fallait choisir. C'est faux. Il n'y a pas d'un côté les soins palliatifs et de l'autre l'aide à mourir, comme il n'y a pas d'un côté ceux qui soignent et de l'autre ceux qui abandonnent. Il y a un seul continuum, celui de l'accompagnement. Ils sont ainsi les deux piliers d'un même édifice, le modèle français d'accompagnement de la fin de vie. Le premier texte garantit que chacun, partout sur le territoire, puisse accéder à des soins palliatifs dignes de ce nom, avec les équipes mobiles, la stratégie nationale pluriannuelle, les maisons d'accompagnement et de soins palliatifs. Nous sommes amenés pour la 3e fois, en 3 ans, à débattre d'un sujet qui touche à ce qu'il y a de plus intime et de plus universel, la fin de vie. Ce débat nous confronte à une réalité que chacun connaît ou pourrait connaître, la maladie grave, la souffrance et la perspective de la mort. Sur ces sujets, toutes les convictions méritent le respect. Mais nous ne sommes pas ici seulement pour exprimer des convictions personnelles. Nous devons répondre aux situations vécues par nos concitoyens, comme celle dont je suis le témoin régulièrement dans mon département de la Mayenne. Les 2 textes que nous examinons sont indissociables. Le premier renforce les soins palliatifs et vise à garantir leur égal accès sur l'ensemble du territoire. Aujourd'hui encore, plus d'un quart des départements ne disposent pas d'unités dédiées et trop de patients ne bénéficient pas de l'accompagnement auquel ils devraient avoir le droit. C'est une réalité que nous devons corriger. Les soins palliatifs sont essentiels. Ils soulagent, accompagnent, entourent. Ils doivent être renforcés et les soignants mieux soutenus. Mais nous savons aussi qu'ils ne répondent pas à toutes les situations. Je pense à certaines pathologies comme la maladie de Charcot, où la souffrance peut être physique mais aussi existentielle, liée à la perte irréversible d'autonomie et de communication. Il existe également des douleurs réfractaires que la médecine ne parvient plus à apaiser. Je n'ai pas toujours été favorable à un droit à l'aide à mourir. Ce sont ces situations extrêmes, ces patients lucides, accompagnés mais enfermés dans une condition qu'ils jugent insupportable, qui m'ont fait évoluer. Lorsque la demande s'inscrit dans une relation de soins construite dans la durée, elle peut faire partie, dans des cas limités, de l'accompagnement de fin de vie. Ce texte ne crée pas une obligation, il ouvre une possibilité strictement encadrée. La personne devra être atteinte d'une maladie grave et incurable. Elle devra exprimer sa volonté de manière libre et éclairée. Sa situation sera évaluée de façon collégiale. Des garanties sont prévues à chaque étape et la rétractation restera possible jusqu'au dernier moment. Nous ne partons pas d'une page blanche. Aujourd'hui déjà, certains de nos concitoyens partent à l'étranger pour obtenir ce que notre droit ne permet pas ou agissent dans la clandestinité.
Notre responsabilité est d'offrir dans un cadre clair, exigeant et protecteur, là où règne encore l'incertitude et la solitude. Le cœur de ce texte repose sur le respect de l'autonomie de la personne malade. Certains, dans des situations similaires, choisiront de continuer à vivre jusqu'au bout. Ce choix doit être pleinement respecté. Mais cela ne peut justifier d'empêcher d'autres patients de faire un choix différent, tout aussi intime et réfléchi. Empêcher toute possibilité, c'est imposer une réponse unique à des situations qui ne le sont jamais. Mes chers collègues, nous devons choisir entre le statu quo et l'accompagnement. Voter ce texte, c'est reconnaître que face à certaines souffrances que la médecine ne peut plus apaiser, la parole du patient doit pouvoir être entendue. C'est assumer notre responsabilité de législateur, offrir à nos concitoyens un cadre rigoureux, humain et protecteur. La liberté, la responsabilité et la dignité sont au cœur de cette loi. Il y a moins d'un an, le 27 mai 2025, notre Assemblée a adopté 2 propositions de loi, l'une visant à garantir l'égal accès de tous et l'accompagnement et aux soins palliatifs, et la seconde créant un droit à l'aide à mourir. Le premier texte sur l'accompagnement et les soins palliatifs devrait s'imposer à chacun d'entre nous comme l'opportunité de réparer une fracture intolérable dans notre pays et qui est à la fois sanitaire, sociale et territoriale. Le constat est en effet simple, nous le connaissons tous et il est terrible. Dans notre pays, selon le rapport remis en juillet 2023 par la Cour des comptes, un Français sur 2 qui devrait être pris en charge en soins palliatifs n'y a pas accès. Seuls 3 enfants sur 10 nécessitant des soins palliatifs en bénéficient. Selon les estimations du Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie, les 2/3 des personnes qui meurent en France chaque année pourraient prétendre à des soins palliatifs. Ce sont autant de personnes malades abandonnées à des souffrances délaissées dans leur parcours de soins. Ce sont autant de soignants qui, faute de moyens et de structures adaptées, souffrent de ne pouvoir soulager leurs patients. 19 départements sont en effet toujours dépourvus d'unités de soins palliatifs, dédiées aux cas les plus complexes. Et certains qui en disposent sont en deçà du ratio d'un lit pour 100 000 habitants. Quant au nombre d'interventions à domicile par les équipes mobiles, il varie de 1 à 10 pour 100 000 habitants selon les départements. Si en première lecture, nous avions collectivement abouti à un texte ambitieux, je déplore que le texte actuel, modifié par le Sénat et par notre commission des affaires sociales, ne réponde plus aux urgences qu'il est pourtant grand temps d'affronter. En effet, au prétexte d'être réaliste, le Sénat a supprimé plusieurs dispositions essentielles de ce texte et notre commission les a malheureusement maintenues. Je pense bien sûr à la création d'un droit opposable à l'accompagnement et aux soins palliatifs. À ceux qui contestent l'utilité d'un tel droit en mettant en avant la déception qu'il créerait chez les patients et leurs familles, je les invite précisément à entendre ce que disent les représentants des patients et de leurs familles. France Asso Santé déclare ainsi que l'inscription dans la loi de ce droit opposable était, je cite, une mesure symboliquement forte et un levier pour transformer un droit théorique en une obligation concrète pour le système de santé. Et en effet, ce droit opposable conforte le patient comme acteur de sa santé. Il lui donne un pouvoir tangible de rappeler à l'État ses devoirs en matière de prise en charge palliative. C'est un droit qui permet enfin de sortir le recours aux soins palliatifs de leur confidentialité en permettant aux patients de s'en emparer et qui obligera ce gouvernement et les suivants à donner les moyens nécessaires à une prise en charge palliative à hauteur des besoins. J'invite également ceux qui contestent la création de ce droit opposable à réfléchir sur le rôle qui est le nôtre en tant qu'artisans de la loi. Il me semble en effet que notre rôle en tant que parlementaire est précisément de fabriquer une loi qui traduit les aspirations toujours meilleures pour la société et en l'occurrence ici, il convient que nous aboutissions à une loi qui a enfin pour ambition de rendre accessibles les soins palliatifs à toute personne qui en a besoin en tout lieu de notre territoire. C'est pour cette raison qu'en première lecture, nous avons voté une loi de programmation pluriannuelle de l'accompagnement et des soins palliatifs, ainsi que le contrôle régulier par le Parlement de la stratégie décennale du gouvernement. Et cela, nous avons fait preuve
du plus grand réalisme qui soit et de cohérence, nous avons répondu précisément à une difficulté soulevée par le Conseil d'État qui, dès les tout premiers textes, appelait à fixer des objectifs clairs et programmatiques à l'action de l'État. C'est donc avec un grand sens des responsabilités que les députés du groupe GDR sont déterminés à rétablir cette proposition de loi au plus proche du texte qui est sorti de notre Assemblée en première lecture. La logique voudrait qu'il ne soit pas besoin de se battre pour y parvenir, puisque ce texte avait été adopté à l'unanimité à 3 abstentions près. Mais je ne vous cacherai pas mon inquiétude à ce sujet. Ce texte sur les soins palliatifs conditionne pour un certain nombre d'entre nous, et j'en fais partie, notre vote sur le second texte visant à créer un droit à l'aide à mourir. Car en aucun cas et d'aucune manière, il ne faudrait que le recours à l'aide à mourir soit une solution de repli ou par défaut, par manque d'accompagnement. Seule la garantie d'un droit opposable aux soins palliatifs, seule la garantie pour tout un chacun de pouvoir faire valoir ce droit en tout lieu de notre territoire, dans l'Hexagone comme dans les Outre-mer, peut rendre acceptable un autre droit, celui de demander l'aide à mourir. Le droit opposable aux soins palliatifs est une mesure de justice que nous devons aux personnes malades, à leurs familles et aux soignants. Mais c'est aussi la réponse à minima que nous devons apporter à ceux qui redoutent que la création d'un droit à l'aide à mourir ne vienne nourrir les germes d'une société élitiste et validiste où les plus vulnérables se sentiraient de trop. Il serait désastreux que nous rejouions ici l'épisode qui s'est déroulé au Sénat. Une majorité au Sénat a volontairement abîmé le texte de manière à le rendre totalement incohérent, en remettant en cause, au passage, les acquis de la loi Claes-Leonetti relatifs à la sédation profonde et continue dans le texte sur l'accompagnement et les soins palliatifs, aux seules fins de confisquer tout débat sérieux et de ne laisser que comme seule issue le rejet du texte sur l'aide à mourir. Cette manigance constitue à mes yeux une faute intellectuelle et morale, un manque de courage. Car il est de notre devoir de législateur, en raison du mandat qui nous a été confié, d'affronter cette proposition de loi, de réfléchir si oui ou non il faut créer une aide à mourir et, le cas échéant, sous quelles conditions. Et ce travail, plus que tout autre, n'a rien d'évident. Je n'ai aucune difficulté à le concéder. L'association de ces 3 mots, aider à mourir, n'a rien de naturel et somme même instinctivement comme un contresens. Instaurer un droit à l'aide à mourir bouscule certaines de nos certitudes, comme celle que la médecine pourrait tout jusqu'au bout, et suscite des craintes, comme celle de renoncer trop vite, d'admettre qu'il existe des situations où abréger les souffrances s'imposerait à certains d'entre nous. C'est parce que ces questions existent qu'il m'a toujours semblé que nos positions aux uns et aux autres ne pouvaient pas être simplement et hâtivement rangées entre les favorables qui seraient progressistes et les contre qui seraient réactionnaires. Il s'agit d'un débat complexe qui doit être empreint de prudence, mais aussi de détermination à cheminer collectivement et intelligemment vers la meilleure voie d'équilibre pour notre société. Pour ma part, à ce stade, ce dont je suis certain, c'est qu'en tant que député, je ne peux pas me dérober à un constat qui a été clairement posé et documenté, notamment par le Conseil consultatif national d'éthique. Il existe des souffrances auxquelles il ne peut être remédié ni par les soins curatifs, ni par les soins palliatifs. Et c'est à l'égard de telles souffrances que le droit d'avoir une fin de vie digne, consacré actuellement par la loi, peut être un droit inaccessible. À mon sens, ce sont précisément ces personnes qui sont visées par le texte actuel. Des personnes souffrant d'une affection grave et incurable, dont le pronostic vital est engagé, qui sont en phase avancée ou terminale de la maladie et dont les souffrances physiques ou psychologiques sont réfractaires ou insupportables. Ce dont je demeure également convaincu, c'est que ce droit à l'aide à mourir doit impérativement être un droit d'exception strictement encadré. Le droit à l'aide à mourir doit être une réponse exceptionnelle à une demande exceptionnelle, exprimée par la seule personne malade de manière libre et éclairée, quand le soin est mis en échec et que la personne malade est engagée de manière certaine dans le déclin de sa vie. En aucun cas et d'aucune manière, la mise en place du droit à l'aide à mourir ne doit devenir une norme ou banaliser la fin de vie et la mort. Ce serait d'ailleurs une folie et un bouleversement anthropologique hors norme que de croire que nous pouvons nous rendre maîtres des aléas de l'existence et de sa fin. Enfin, en aucun cas et d'aucune manière, l'instauration d'un droit à l'aide à mourir ne doit remettre en cause l'expertise et l'exercice des professionnels en soins palliatifs. C'est la raison pour laquelle je conteste que l'aide à mourir soit assimilée à un soin ou à un traitement. En revanche, elle doit relever d'un acte médical, car pour prévenir un certain nombre de dérives, elle doit nécessairement reposer sur l'expertise et l'accompagnement d'un ensemble de soignants. Nous ne sommes pas aujourd'hui face à un texte technique. Nous sommes face à une loi qui prétend répondre à la souffrance par la suppression de celui qui souffre.
Une loi qui légalise la provocation de la mort. Une loi qui transforme un geste médical en acte létal. Ce texte opère une inversion profonde de nos valeurs. Depuis toujours, le progrès médical est de mieux soigner, de protéger, d'accompagner, de soulager. Aujourd'hui, le progrès que vous proposez, c'est de tuer. Nous passons du devoir de soigner au droit à mourir, et ce droit, demain, deviendra lui aussi un devoir. Les premières victimes de ce texte seront les plus fragiles, les personnes âgées, les personnes handicapées, les malades isolés, les pauvres, ceux qui se sentent déjà de trop, ceux qui n'ont plus la force de se défendre. Pour autant, le texte ne s'arrête pas là. Au fil des discussions, il s'est considérablement élargi. Et demain, assurément, l'euthanasie sera ouverte aux enfants malades, à ceux qui se sentent mal dans leur peau, à ceux qui ne trouvent plus de sens à leur vie. Cette loi ne surgit pas dans un vide. Elle s'inscrit dans un mouvement plus large, celui d'une société individualiste, qui dit ma vie, mon corps, ma mort, mon choix. Plus rien n'est commun, plus rien n'est sacré, plus rien n'oblige les uns envers les autres. La solidarité n'existe plus. La société ne protège plus les plus faibles, elle leur demande de disparaître. Faire de l'euthanasie une solution, c'est signer l'arrêt de la science et de la recherche médicale. Pourquoi investir dans la lutte contre le cancer si la réponse devient la mort? La régression, la dégradation profonde, le déclassement de notre médecine. Une civilisation progresse lorsqu'elle soigne, elle recule lorsqu'elle abandonne. Alors une question se pose à nous. À quoi sert cette assemblée si elle ne défend pas notre civilisation? Notre mission n'est pas d'accompagner la pente, mais de tenir la ligne. Notre devoir n'est pas de suivre le flot des émotions, mais de sauvegarder l'essentiel avec clarté. Cette retenue n'est pas de l'indifférence. Elle est la condition d'une compassion sincère, véritable et efficace. Si le Parlement accepte que la mort devienne une politique publique, il renie sa mission. Et ce débat intervient dans un contexte lourd de sens. En 2025, notre pays a connu plus de décès que de naissances. Et que faisons-nous? Nous parlons de mort au lieu de parler de soins. Nous organisons la fin au lieu de préparer l'avenir. Nous débattons d'euthanasie quand nous devrions parler de vie, de famille, de transmission. Pour autant, je veux le dire très sincèrement, je n'ignore pas la souffrance. Je connais la douleur des fins de vie. Je connais l'angoisse des familles. Je suis consciente que je n'ai moi-même pas la main sur la façon dont je partirai. Refuser l'euthanasie, ce n'est pas refuser la compassion. Au contraire, c'est la vraie compassion, celle qui soulage, qui accompagne et respecte la vie. C'est refuser que la mort devienne la réponse politique à la souffrance humaine. Monsieur Falorni, une fracture profonde nous sépare. Je peux regarder les Français droit dans les yeux et leur promettre ceci. Nous ferons tout pour soulager vos douleurs en renforçant les soins palliatifs et l'accompagnement humain. Mais vous, que direz-vous à ceux qui, dans un moment de détresse, auront choisi la mort sans savoir qu'on pouvait encore les soulager, les accompagner, les entourer? La différence entre nous est là. Nous défendons la vie, vous défendez la mort. Vous parlez de choix individuels, nous parlons de responsabilité collective. Vous ouvrez une porte, nous voyons un gouffre. Comment peut-on proposer la mort là où l'on n'est même pas capable d'offrir le soin? Il est indigne de parler d'euthanasie quand les soins palliatifs ne sont pas accessibles partout sur le territoire. Indigne pour les malades, indigne pour les soignants, indigne pour la France. La véritable urgence nationale est devant nous. Le développement des soins palliatifs dans tous les départements. Former, financer, ouvrir des unités, soutenir les équipes. Voilà ce qu'exige la dignité. Sinon, l'euthanasie arrivera par dépit, par lassitude, par manque de lits, par faillite de l'hôpital. Ce n'est pas un choix libre, comme vous le revendiquez, c'est une résignation organisée. Je refuse de vivre dans une société qui soigne moins et qui tue plus. Je refuse une médecine qui renonce. Je refuse un Parlement qui abdique. La grandeur d'une civilisation se mesure à la manière dont elle protège les plus fragiles, pas à la facilité avec laquelle elle les fait disparaître. Au moment de voter, je vous demande, chers collègues, de mesurer la portée de votre geste. Si vous votez pour l'euthanasie, vous lèverez à tout jamais l'interdiction de tuer. Une fois cette frontière franchie, il sera impossible de revenir en arrière. Ce sera l'euthanasie pour tous. Mes chers collègues, l'histoire nous regarde. Pas la petite histoire politique de cet hémicycle, mais bien la grande histoire de l'humanité. Dans 50 ans, lorsque l'histoire écrira nos noms, dira-t-on que nous avons protégé les plus faibles ou que nous avons organisé leur élimination? Alors pour l'histoire, pour les Français et pour ma conscience, je voterai contre l'euthanasie. Nous ne débattons pas aujourd'hui d'un simple ajustement technique du droit de la santé. Nous discutons d'une rupture anthropologique. L'idée que donner la mort puisse devenir un acte légal, encadré, organisé
par la puissance publique constitue une régression. Une société qui renonce à soigner pour autoriser la mort provoquée remet en cause les fondements mêmes de l'humanité. Donner la mort n'est pas un soin, ce n'est pas un progrès, c'est un recul. Au lieu de renforcer la solidarité face à la vulnérabilité, on introduit dans le droit la possibilité de mettre fin à la vie. Cette rupture est d'autant plus grave qu'elle est dissimulée derrière des mots choisis pour apaiser les consciences. Aide à mourir. L'expression est douce, presque charitable, mais elle recouvre deux réalités parfaitement identifiables, l'euthanasie et le suicide assisté. Derrière l'euphémisme, il y a un principe, l'intention de provoquer la mort par un acte médical. Une fois ce principe admis, plus rien n'est neutre, le droit façonne la norme sociale. Ce geste transforme le regard que la société porte sur la dépendance, sur la souffrance physique ou mentale, sur le handicap. Il installe même implicitement l'idée que certaines vies pourraient être abrégées parce qu'elles sont jugées trop douloureuses, trop lourdes, trop coûteuses ou simplement de trop. Voilà la rupture. Il y a plus inquiétant encore, la manière dont ces deux textes sont articulés. Vous nous les présentez comme équilibrés et complémentaires. En réalité, l'un sert d'alibi à l'autre. Le premier crée un droit immédiatement applicable à la mort provoquée. Le second promet, dans un horizon lointain, un renforcement des soins palliatifs. L'un est d'effet immédiat, l'autre dépend de crédits futurs, incertains, étalés sur 10 ans. Le texte sur les soins palliatifs est brandi comme une caution morale pour faire adopter l'autre, celui sur l'euthanasie. Mais précisément, l'accompagnement est aujourd'hui insuffisant, inégal, souvent inexistant. Et tant que l'alternative n'est pas accessible partout, la liberté que vous invoquez n'est pas réelle. C'est une liberté illusoire, une liberté réservée à ceux qui y ont accès et une liberté refusée aux autres. Dans ces conditions, légaliser le droit à mourir avant d'avoir garanti le droit à être soulagé, entouré, accompagné est inadmissible. Car enfin, la fin de vie n'est pas un désert juridique. Depuis 1999, la France a choisi un cadre, reconnaître le droit d'accès aux soins palliatifs. Ce cadre a été enrichi, précisé, consolidé, sans jamais dévier de son objectif initial et toujours dans la même logique, accompagner, soulager, respecter la dignité. Cette politique aurait dû se traduire dans les PLFSS, dans les budgets, dans les plans santé, dans les capacités hospitalières, dans la présence de personnel. Or, que constatons-nous 27 ans après 1999 que malheureusement l'accès aux soins palliatifs demeure incomplet et profondément inégal, que les unités manquent de personnel et ferment, que les équipes mobiles sont épuisées, que les familles attendent un lit qui ne vient pas, que les territoires restent sous-dotés. Face à cet échec collectif, au lieu d'améliorer l'accompagnement, vous proposez une solution d'une philosophie diamétralement opposée. Non plus accompagner, soulager et respecter la dignité, mais permettre d'en finir au plus vite. Dans ce texte, vous ne proposez pas une réponse médicale à une défaillance médicale, mais une réponse politique à une défaillance politique. Et c'est précisément cela qui rend votre démarche dangereuse. Mes chers collègues, je ne peux terminer sans vous poser cette question simple, plus personnelle, plus grave. Comment allez-vous? Comment allons-nous appréhender la responsabilité de voter sereinement un texte qui légalise la mort provoquée des plus vulnérables tout en confiant à d'autres, médecins, soignants, institutions, la charge d'administrer ce que nous aurons autorisé? Comment pourrons-nous prétendre mener dans le même temps une politique crédible de prévention du suicide? Sommes-nous collectivement certains de vouloir inscrire dans notre droit cette possibilité qui deviendra demain un débat permanent sous son extension au nom de l'égalité? Nous avons une responsabilité collective, la responsabilité de ceux qui ont conçu ce texte, la responsabilité de ceux qui vont le voter et aussi la responsabilité de ceux qui, par facilité, par peur d'être caricaturés, par confort politique, n'auront pas su convaincre le dispositif. C'est une folie mortifère, une rupture qui abîme notre pacte social, notre rapport à la vulnérabilité et au fond l'idée même de la dignité humaine. Pour toutes ces raisons, parce que l'humanité consiste à ne jamais abandonner ceux qui souffrent, à ne jamais accélérer leur fin,
je combattrai ce texte légalisant la mal nommée aide à mourir. Je vous remercie. C'est un moment important que nous vivons ce soir. Les belles heures du Parlement, c'est de pouvoir s'emparer de grands sujets, de questions sociétales. Et faut dire que parler des soins palliatifs, parler de la fin de vie, et d'avoir fait d'ailleurs ce choix d'une discussion générale pour ces deux textes, montre bien l'intelligence qu'il y a eu dans ce choix, qui n'est pas de les opposer, mais bien au contraire. Ça appelle la réflexion de chacun sur les questions philosophiques, sur des questions religieuses, sur des questions éthiques aussi, mais sur des questions que se posent les soignants, qui accompagnent naturellement les patients qui sont concernés. Ces questions aussi qui nous concernent au plus profond de nous-mêmes, parce que, ayons l'humilité de dire que tôt ou tard, dans notre vie, nous serons confrontés à ces genres de situations. Ces soins palliatifs, qui ne sont pas une alternative à la fin de vie, mais qui sont une possibilité offerte. Moi, j'ai une pensée pour le sénateur Caillavet, qui, en 1978, avait ouvert la voie. J'ai une pensée aussi pour Bernard Kouchner, qui est un des premiers à s'être emparé de cette question. Bien sûr, pour Jean Leonetti, qui, ici même, et j'étais député, avec ardeur à cette tribune expliqué pourquoi l'obstination déraisonnable est insupportable. Expliquer pourquoi l'acharnement thérapeutique l'est tout autant et qu'il fallait agir. Et bien sûr, il passait pour Alain Claes, et ceux qui connaissent le travail et son engagement pour ces lois de 2016, Claes-Leonetti, j'étais encore là, et vous dire que les soins palliatifs qui sont aujourd'hui considérés par l'ensemble de cet hémicycle, puisque tout a été voté à l'unanimité, comme la réponse à tout à l'époque, n'entendez pas sur tous les bancs de cet hémicycle la même réponse. Et non. Et il suffit de relire les débats de l'époque pour s'en assurer. Mais qui n'évolue pas dans sa vie. Alors, cette généralisation des soins palliatifs, j'appartiens à un département qui n'en a pas, mais il y a des équipes mobiles parce que ayons une pensée pour ces soignants. Ceux qui délivrent ces soins palliatifs, parce que justement, il y a des attentes des patients et ils sont au rendez-vous. Donc il y aura une évaluation, il y aura une traçabilité. Je lisais dans un journal ce dimanche qu'on s'étonnait du fait qu'il n'y avait pas toujours la traçabilité, notamment sur la fin de vie. Mais pas de propos indignés lorsque on sait que malheureusement sur les soins palliatifs, il n'y avait pas toute cette traçabilité. Et qu'on aura même mieux. On aura une véritable évaluation qui était tant demandée. Alors le sujet de l'aide à mourir, et je le dis au nom des démocrates du groupe que je représente, si sur les soins palliatifs nous nous retrouvons tous, c'est vrai, un certain nombre de collègues dans notre groupe ne voteront pas le texte sur la fin de vie. Et je respecte naturellement, et nous respectons au sein du groupe, leur vision des choses. Mais vous dire, mes chers collègues, que cette loi n'est pas une loi expéditive, que ce n'est pas une loi qui s'est faite dans la précipitation. 5 ans de combat, j'étais là en 2020 lorsque une proposition de loi avait été déposée. Olivier Fallaonnet s'en souvient, 2500 amendements, parce qu'il fallait s'opposer à tout cela. Et puis après, on a progressé, on a eu un certain nombre de textes que vous connaissez, je ne vais pas tous les convoquer à l'instant, mais je tiens à rappeler 2 choses. La fameuse Convention citoyenne. Vous savez, on nous dit toujours qu'il faut associer les citoyens à la loi. Alors là, il y a été plus de 180, très différents. Je suis allé au compte-rendu de la commission, avec Olivier Fallaonnet d'ailleurs, et il nous disait qu'il faudrait quand même un cadre plus adapté aux différentes situations rencontrées. Cela doit nous interroger. Il disait aussi qu'il y a des inégalités d'accès à l'accompagnement en fin de vie. D'ailleurs, je suis heureux que dans le cadre des soins palliatifs, il y ait ces maisons d'accompagnement qui arrivent et qui d'ailleurs n'auront pas de but lucratif, c'est bien de le préciser. Et puis il disait surtout, il y a absence de réponse satisfaisante aux souffrances physiques, psychiques, réfractaires, et nous sommes dans le cœur de ce que nous avons écrit ensemble. Et puis le Comité national consultatif d'équipe, qui a été chaque fois sollicité sur les lois bioéthiques, nous disait il faut un accès là encore aux soins palliatifs. J'ai répondu, mais son avis 139, écrit d'ailleurs par Régis Aubry et Alain Claes, disait il y a une voie pour une application éthique de l'aide active à mourir dans des conditions strictes. Alors après, il faut s'interroger. Évidemment, nul ne détient la vérité. Mais simplement les conditions strictes, les fameuses conditions cumulatives. On a entendu sur les chaînes de radio, de télévision, ça y est, les enfants, c'est autorisé. Mais pas du tout. C'est marqué. Je vous invite à le relire. Il n'y a que les adultes. Après, on nous a dit,
ça sera ouvert à des étrangers. Ça venait d'un autre banc, ils ont disparu, c'est dommage, mais non. Ça concerne les Français. La troisième chose est atteinte d'une infection grave et incurable. Je ne reviendrai pas sur tous les mots, mais ceux qui ont été assidus en commission savent que chaque mot, mes chers collègues, vous le savez, les co-rapporteurs et cher Olivier, vous le savez plus que tous, a été, je crois, mesuré. Lorsqu'on a parlé du pronostic à moyen terme, fort justement, on a supprimé ce sujet-là parce qu'on savait bien que ça ne voulait dire absolument n'importe quoi. Et puis les fameuses souffrances psychologiques ou physiques, et là, il y a eu encore tous ces débats, et je crois que ce que nous avons eu en commission a permis, me semble-t-il, d'avancer. Alors, il y a des sujets. Est-ce que oui ou non, la clause de conscience est respectée? Et là, c'est un soignant qui vous le dit. Oui, elle est respectée. Elle est totalement respectée. Est-ce qu'il faut l'inventer pour de nouvelles professions? Les pharmaciens, par exemple. Ou d'autres soignants? Mais non. Mais si on donne une clause de conscience pour les pharmaciens, comment ils vont faire demain pour délivrer ce que le médecin aura prescrit et qui est au tableau et qui est toxique et qui peut entraîner la mort derrière? Expliquez-moi, je connais un peu le métier accessoirement. Donc ceux qui inventent cela, quelque part, je ne suis pas persuadé qu'on soit sur le bon chemin. Le délit d'entrave, oui, parce qu'on est dans une société dans laquelle, lorsqu'il y a un droit nouveau, qui n'est pas un droit obligatoire, c'est un droit nouveau qui appelle à la conscience de chacun, où la procédure a été rédigée de façon telle qu'il n'y a même pas les directives anticipées, je rappelle. Ça a été un débat, et le rapporteur général là-dessus, à plusieurs reprises, c'est qu'il y a des demandes qui étaient réitérées. Yannick Bonnet vient d'en parler à l'instant. Moi également, je ne suis pas favorable aux directives anticipées, parce que la force de cette loi, c'est qu'à tout moment, jusqu'à la procédure, on redemande au patient si oui ou non il veut bien aller sur cette aide active à mourir. Et ça, c'est la garantie absolue que c'est sa décision. Et donc cette demande pour moi est importante. On nous a même dit les soignants sont opposés, on a un sondage. On a vu ce qui est devenu du sondage. Comme dirait quelqu'un, les courbes se sont inversées. Elles se sont singulièrement inversées. Et puis, même, il fallait avoir une liste de médecins qui étaient prêts à faire ça. Non, moi je ne suis pas d'accord. Parce qu'on peut vouloir pour un patient et pas pour un autre. La liberté, elle est convoquée à chaque acte médical qu'on est amené à réaliser. On nous a dit pour les handicapés. Ça va être un moyen, parce qu'il coûte trop cher à la société, excusez-moi de le dire aussi brutalement. Mais non, on se doit, pour nos amis handicapés, au contraire, lorsque les choses sont difficiles, lorsque la République est fragilisée, il faut plus de République. Plus de République, c'est mieux protéger nos handicapés, et justement là, on ne les fragilise pas. Et on nous a dit que c'est un moyen aussi pour certains aînés ou certains qui sont des milieux sociaux les plus faibles, les moins riches. Les plus riches, actuellement, ils vont en Belgique. Les moins riches, pas du tout. Au contraire, on sait que cette générosité, elle est là aussi pour tous. Et pour moi, c'est la République. Et la République, c'est ces valeurs républicaines. Qu'importe cette richesse, il n'y a que la richesse du cœur et de l'âme qui compte. Et en tout cas, elle n'est pas au rendez-vous dans ce qu'on propose. Et vous dire que cette loi, elle est équilibrée. Moi, je tiens, pour terminer mon propos, pas être trop long, dire que nous pouvons être collectivement fiers. Je remercie le président de la Commission des Affaires sociales qui a porté ce débat aussi avec beaucoup d'équilibre. Je remercie Olivier Falorni, militant infatigable, mais dans le respect des opinions différentes, qui n'était pas là uniquement pour être le porte-parole d'associations, mais au contraire, pour ouvrir la voie à l'image de ce qu'ont fait d'autres auparavant, pour ce texte vraiment équilibré. Et ce texte est vraiment équilibré, qui n'ouvre pas les portes à tout, contrairement à ce qu'on a pu dire. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est une forme d'injustice que nous avons réparée. Et cette injustice, les générations futures nous jugeront et verront que nous sommes au rendez-vous. Monsieur le Président, Mesdames et chers collègues, la loi Claeys-Leonetti, nous la connaissons. Elle permet la sédation profonde et continue jusqu'au décès pour les personnes atteintes d'une maladie grave et incurable en phase terminale. Concrètement, l'acte consiste à endormir profondément le patient, cesser de l'alimenter et de l'hydrater. Ainsi, la mort de faim et de soif survient en quelques heures ou plusieurs jours. Ce dispositif laisse aujourd'hui des milliers de patients au bord du chemin, car ils ne sont pas en phase terminale, mais leurs souffrances réfractaires, elles, sont bien présentes. Celles et ceux qui ont les moyens financiers s'exilent pour mourir à l'étranger afin d'obtenir ce que la France leur interdit. Si seuls les plus aisés peuvent choisir d'abréger ces souffrances réfractaires,
alors c'est notre pacte républicain qui est atteint. Je veux ici relayer la voix de Charles de Biétry. Atteint de la maladie de Charcot, en janvier 2025, il déclarait « J'en veux aux députés et aux sénateurs, pas tous, qui n'ont pas fait le job ». En mai, puis en novembre, il a interpellé le président de la République et dans une lettre ouverte, il dénonçait l'enlisement du débat en affirmant que cela devenait insupportable. Ce qu'il demande n'est ni un privilège, ni une faveur. Il demande le droit de faire cesser ces souffrances que plus aucun médicament ne peut apaiser. Il demande que la République l'accompagne en fraternité. Le texte que nous allons examiner répond à cet appel. C'est un texte de compromis, rigoureux et encadré. Pour bénéficier du droit à l'aide à mourir, il ne suffit pas de le souhaiter. 5 critères sont exigés: l'âge, la nationalité, la volonté libre et éclairée, et surtout, ce que certains opposants à ce texte aiment à oublier, le critère de pronostic vital engagé en phase avancée et la souffrance réfractaire au traitement. Dit autrement, la personne sait qu'elle va mourir, ses proches savent qu'elle va mourir, et l'équipe médicale sait qu'elle va mourir. Quand tous ces critères sont réunis, qu'aucun médicament connu ne peut soulager la souffrance, que les traitements administrés deviennent insupportables, qui êtes-vous pour imposer et prolonger une telle agonie? Les mêmes qui passent sous silence ces conditions, les mêmes qui laissent à croire qu'elles n'existent pas. Sur un sujet aussi important, mentir par omission est indigne de votre mandat. Qui, dans cet hémicycle, pourrait rester indifférent devant une personne enfermée dans la prison de son corps, corps qui ne répond plus, qui l'étouffe, qui la torture à chaque seconde? Une fois encore, qui êtes-vous pour imposer et prolonger une telle agonie? Vous prétendez que les soins palliatifs répondent à toutes les situations, raison pour laquelle vous vous opposez à ce texte, mais regardons vos votes en commission. Vous avez supprimé le droit opposable aux soins palliatifs, ce qui empêche l'équipement des départements les plus pauvres. Une honte. Après le scandale des crèches et des EHPAD, vous permettez de faire de l'argent sur la mort en autorisant des maisons d'accompagnement lucratives. Quelle indécence! J'en appelle à la raison. Nous sommes ici pour améliorer les textes que nous avons votés l'an dernier et non pour être la chambre d'enregistrement du Sénat. Pour le groupe La France Insoumise, la seule question qui vaille est: à qui appartient le corps d'un être humain? Pour nous, la réponse est claire: à la conscience qui l'anime. Chacun et chacune doit donc pouvoir en disposer jusqu'à la dernière seconde, et c'est précisément ce que permet ce texte. Je vous entends déjà, là, les conservateurs, avec vos arguments hypocrites, indécents. Alors, je me permets de vous rappeler qu'un droit, ce n'est pas une obligation. Ce texte n'oblige personne à mourir, n'oblige aucun soignant à agir contre sa conscience, n'oblige personne à renier ses croyances. Nul n'a le droit par la loi de s'approprier le corps des autres en les empêchant d'être libres. Chacun doit être maître de son corps. Aucune morale, aucun jugement divin, aucun précepte ne peut se l'approprier. Cette loi sera donc une loi d'humanisme et de laïcité, ou elle ne sera pas. Mes chers collègues, en première lecture, nous nous sommes hissés à la hauteur des attentes de 82% des Français. Ne reculons pas et donnons à toutes et tous la maîtrise ultime sur sa propre existence. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, je salue Alain Claes, présent ce soir parmi nous. Ces textes que nous allons examiner cette semaine touchent à ce que notre société a de plus intime et de plus universel, la fin de vie. Il est question de souffrance, il est question de dignité, il est question de liberté, et au fond, il est question d'humanité. Si nous les adoptons, ces lois seront les textes majeurs de cette 17e législature. Elles engagent notre conception de la solidarité et du respect de la personne humaine jusqu'à son dernier souffle. Une majorité de nos concitoyennes et concitoyens se dit favorable à l'ouverture d'un droit à l'aide à mourir strictement encadré. Ce débat traverse notre pays depuis plusieurs années. Nous ne pouvons plus l'éluder. Nous devons l'aborder avec gravité, sans posture, ni caricature, ni entrave. Ce débat exige de l'humilité. Nul ne peut prétendre saisir pleinement la souffrance d'autrui.
Il exige de l'écoute, celle des malades, atteints d'affections graves et incurables, confrontés à la dégradation irréversible de leur état. Il exige enfin du courage politique, celui de légiférer avec équilibre, mesure et responsabilité. Notre droit a progressé. Les lois Leonetti, Claeys-Leonetti ont permis de refuser l'obstination déraisonnable, de renforcer la portée des directives anticipées, d'instaurer, dans certaines situations, la sédation profonde et continue jusqu'au décès. Ces avancées ont humanisé la fin de vie et sécurisé les pratiques médicales. Mais elles ne répondent pas à toutes les situations. Certains malades atteints d'une affection grave et incurable, engageant leur pronostic vital en phase avancée ou terminale, continuent de subir les souffrances réfractaires au traitement ou vivent une dégradation qu'ils jugent incompatible avec leur conception de la dignité. La médecine ne peut pas toujours tout apaiser. La personne malade est la première experte de sa propre souffrance. Ce que nous examinons n'est pas une abstraction juridique, mais la réalité des vies concrètes et de demandes lucides. Philippe Vigier l'a très bien dit, répondant aux fake news. La proposition de loi relative à l'aide à mourir n'instaure pas un droit général à mourir. Elle ouvre à titre exceptionnel une possibilité sous les conditions strictes et cumulatives. Seule une personne majeure, capable d'exprimer une volonté libre et éclairée, atteinte d'une affection grave et incurable, engageant son pronostic vital, en phase avancée ou terminale et souffrant de manière réfractaire ou insupportable, pourrait en faire la demande. La procédure est encadrée, évaluation médicale approfondie, procédure collégiale, vérification de discernement, confirmation de la volonté dans le temps, contrôle de l'absence de pression extérieure, une clause de conscience garantit aux professionnels de santé la liberté de ne pas participer à cet acte. Ces garde-fous sont le cœur du dispositif. Pour les soignantes, les soignants, la loi doit être une protection. Elle doit offrir un cadre clair et sécurisé, évitant toute ambiguïté. Mais ce texte ne peut être dissocié du développement des soins palliatifs. Il est regrettable qu'en commission des affaires sociales, une majorité a refusé de rendre le droit aux soins palliatifs opposable devant un juge, vidant ainsi la loi de sa portée concrète pour les patientes et les patients et leurs familles. De même, une majorité a rouvert la porte au secteur privé à but lucratif dans l'accompagnement de la fin de vie, alors même que nous défendions un modèle fondé sur l'intérêt général et non sur la rentabilité. Notre responsabilité est donc double. Garantir à chacune et chacun un accompagnement palliatif digne et accessible. Reconnaître que certaines situations extrêmes appellent une réponse supplémentaire. Refuser toute possibilité de choix à une personne malade qui estime en conscience que sa vie n'est plus qu'une souffrance insupportable, c'est parfois prolonger une épreuve contre sa propre volonté. Les soins palliatifs sont essentiels pour notre système de santé et pour notre pacte social. Garantir à chaque personne un accès effectif aux soins palliatifs est un impératif éthique, humain et républicain. En effet, les soins palliatifs incarnent une conception profondément humaniste de la médecine. Ils reposent sur une conviction simple mais pourtant fondamentale. Même lorsque la guérison n'est plus possible, il demeure toujours possible de soigner, de soulager, d'accompagner et de respecter la dignité de la personne. En cela, il constitue une réponse globale, personnalisée et respectueuse à la vulnérabilité humaine. Malgré les progrès accomplis depuis plus de 20 ans, l'accès aux soins palliatifs en France demeure encore trop inégal. Avec environ 7500 lits identifiés et un peu plus de 430 structures spécialisées, notre pays ne répond pas pleinement aux besoins en la matière. Cette situation crée une injustice profonde. L'accompagnement de la fin de vie ne peut dépendre ni du lieu de résidence, ni des ressources personnelles, ni de l'environnement familial. Gardons à l'esprit que le développement des soins palliatifs traduit une certaine vision de la société. Ainsi, une société digne de ce nom ne peut accepter que la souffrance non soulagée, l'angoisse ou la solitude deviennent des motifs de renoncement à la vie. Avant de modifier la loi Claeys-Leonetti, il est indispensable d'avoir pleinement déployé et rendu accessibles les soins palliatifs. Comment débattre sereinement de choix aussi graves que le suicide assisté, voire de l'euthanasie, si au préalable,
toutes les alternatives de soins et d'accompagnement n'ont pas effectivement été proposées à chacun de nos concitoyens qui le demandent ou qui le requièrent. Des soins palliatifs précoces, de qualité et accessibles partout constituent précisément la réponse la plus juste. Ils offrent une voie très humaine, celle de l'écoute, du soulagement, du temps partagé et du respect inconditionnel de la personne vulnérable. Faire des soins palliatifs une priorité, c'est aussi soutenir les professionnels qui, chaque jour, accomplissent un travail remarquable auprès des patients en fin de vie. Ces derniers témoignent que l'approche palliative n'est pas un renoncement thérapeutique, mais une forme exigeante et profondément humaine de la médecine. Le choix qui s'offre aujourd'hui à nous est d'abord un choix de société. En affirmant solennellement le droit aux soins palliatifs, la représentation nationale rappelle que la France demeure fidèle à une tradition humaniste fondée sur la protection des plus fragiles et des plus vulnérables. Elle affirme que la dignité humaine ne se mesure pas à l'autonomie ou à la performance, mais à l'attention portée à chaque personne jusqu'au dernier instant de sa vie. Quels seront les derniers instants, les derniers mois de notre vie? Mourrons-nous sans souffrance, sans agonie? Finirons-nous nos jours paisiblement, entourés de nos proches? Vivrons-nous l'approche de la mort dans le confort de notre foyer ou dans une chambre d'hôpital? Ces choix relèvent éminemment de l'intime et de nos convictions personnelles. Ils relèvent également du sociétal et de notre rapport à la maladie et à la mort, dans un contexte où la science a considérablement amélioré notre espérance de vie, mais également avec une idéologie capitaliste qui pousse toujours plus au culte de la performance et en module notre rapport à la souffrance, à la vulnérabilité. Il relève aussi du politique dès lors que c'est à l'État de garantir que chacun et chacune aura les soins et l'accompagnement nécessaires pour pouvoir choisir sans contrainte sa fin de vie. Depuis 2002, les lois Kouchner, Leonetti et Claes-Leonetti ont contribué à mieux encadrer la fin de vie en changeant le rapport médecin-patient, en donnant la possibilité pour le patient d'accéder aux soins palliatifs, en créant des directives anticipées et en interdisant l'obstination déraisonnable. Mais ces lois successives sont aujourd'hui loin d'avoir honoré toutes leurs promesses d'une fin de vie la plus paisible possible. 19 départements français n'ont aucune unité de soins palliatifs. La majorité du personnel soignant n'a pas de formation en soins palliatifs. Nous devons le reconnaître, le secteur du soin palliatif est encore largement sous-investi dans notre pays, comme si l'apaisement des souffrances lorsqu'il n'y a plus de remède n'était pas une matière noble de la médecine. Voilà plus de 3 années que notre Assemblée mène un travail visant à répondre aux insuffisances des lois actuelles sur la fin de vie. Le texte issu de notre première lecture à l'Assemblée était un texte équilibré. Il consacrait dans la loi la stratégie nationale de l'accompagnement et des soins palliatifs. Nous avons proposé la création des maisons d'accompagnement et de soins palliatifs, établissements entre le milieu hospitalier et le domicile, destinés à accueillir les personnes en fin de vie et leurs proches. Nous avons enfin appelé à développer une véritable culture des soins palliatifs en France, en facilitant l'accès aux directives anticipées et en sensibilisant la population à la fin de vie. Mais les ambitions initiales de ce texte ont été diminuées au Sénat. Nous aurions pu rectifier le tir, nous aurions pu être à la hauteur des attentes des Français et des Français sur ce sujet complexe. Mais vous devez reconnaître que pour l'heure, le texte issu de notre commission ne peut prétendre garantir pleinement un accès universel aux soins palliatifs. Nous ne pouvons nous satisfaire d'un texte qui ne chiffre pas les moyens nécessaires pour répondre aux besoins en soins palliatifs sur notre territoire et qui fait fi de la création d'une maison d'accompagnement dans chaque département. Car l'évolution des besoins de l'accès aux soins palliatifs a montré que sa simple inscription dans la loi demeure théorique si elle n'est pas accompagnée de moyens concrets permettant d'en garantir l'accès réel et effectif. Nous ne pouvons nous satisfaire d'un texte qui ne sanctuarise plus le droit opposable à bénéficier du soin palliatif. Loin d'être artificiel, c'est un message fort que notre Assemblée doit envoyer à tous les citoyens, que chacun et chacune doit pouvoir bénéficier des soins visant à apaiser leur souffrance en fin de vie.
Nous ne pouvons enfin nous satisfaire qu'un texte qui introduit la possibilité que les maisons d'accompagnement et de soins palliatifs puissent générer des bénéfices sur le dos des malades en fin de vie. Je le dis très solennellement, cette Assemblée ne doit avoir qu'une seule priorité, celle de la préservation de la dignité des personnes. Nous ne pouvons ouvrir la porte au business de la fin de vie. La lucrativité n'a aucune place dans cette proposition de loi. Et c'est une ligne rouge pour le groupe écologiste et social. Car pour qu'il y ait un choix sur la fin de vie que nous désirons, pour que le suicide assisté soit un réel choix, il faut un accès aux soins palliatifs et il faut que celui-ci soit une garantie. C'est une nécessité pour chacun, mais ça l'est d'autant plus pour les personnes handicapées qui subissent chaque jour des entraves au respect de leurs droits fondamentaux. L'horizon vers lequel ce texte et notre société doit tendre est de soulager la douleur, d'accompagner, de se donner les moyens pour que la souffrance ne soit plus une fatalité. Et c'est lorsque la science, la médecine, n'a plus de réponse à apporter que nous pouvons envisager les modalités d'une année à mourir. Merci. Je vous remercie, monsieur le député. La parole est à monsieur Charles de Courson pour le groupe Liberté Indépendants Outre-mer et Territoires. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, la semaine qui s'ouvre nous conduira à aborder avec gravité l'un des sujets les plus difficiles et universels qui soit, la fin de vie, la mort. C'est un sujet souvent relégué à l'intime, parfois tabou, parfois interdit, alors que chacun d'entre nous y sera confronté un jour ou y a déjà été confronté, qu'il s'agisse de préparer sa propre fin ou d'accompagner celle d'un parent, d'un conjoint, d'un ami. Nous examinerons dans les jours qui viennent 2 textes distincts. Le premier vise à refonder notre politique de soins palliatifs, le second entend créer un nouveau droit que certains appellent aide à mourir et d'autres suicide assisté, voire euthanasie. Sur le premier texte, je serai bref car notre groupe à l'unanimité en partage l'objectif. Dans notre pays, 26 départements sont encore dépourvus d'unités de soins palliatifs et près de 50% des patients ne bénéficient pas de l'accompagnement auquel ils devraient pouvoir prétendre dans les derniers moments de leur vie. Cette situation n'est pas digne de la France, dont le modèle a pourtant fait office de référence dans bien des pays. Il est donc indispensable de renforcer ces services, de leur donner des moyens et de soutenir les soignants qui s'y impliquent avec courage et humanité. À 100 millions d'euros supplémentaires par an, il faudra encore plus de 8 années pour avoir une couverture complète de notre pays. Ne faudrait-il pas accélérer ? La réponse, elle est positive. La stratégie nationale pluriannuelle proposée part d'une bonne idée, mais elle ne contraint l'État en rien. C'est pourquoi nous aurions souhaité qu'elle soit inscrite dans une loi de programmation votée par le Parlement. Le groupe Lyot considère également que la formation des soignants constitue un enjeu majeur. Les soins palliatifs exigent du temps et une innovation sans cesse renouvelée. Le renforcement de cette formation est une avancée que nous saluons et notre groupe soutiendra donc ce texte. Abordons à présent le second texte, qui consiste à créer un droit nouveau, celui de l'aide à mourir ou du suicide assisté. Notre droit autorise déjà, depuis la loi Claes-Leonetti de 2016, loi que j'ai soutenue, la sédation profonde et continue jusqu'au décès lorsque la situation l'exige. En réalité, cette mesure de la loi Claes-Leonetti est peu appliquée, car les autres sédations possibles permettent déjà aux soignants de répondre aux besoins des malades. Les études montrent d'ailleurs que dans l'immense majorité des cas, lorsque les patients bénéficient d'un accompagnement palliatif adapté, leur désir de mourir s'atténue. Notons par ailleurs que les innovations thérapeutiques font que les situations où la douleur ne peut être soulagée sont très rares. Ce nouveau droit nous est présenté comme un prolongement des soins palliatifs. Il n'en est rien. Certains parlent d'euthanasie, mais l'euthanasie, elle possède une définition médicale et lexicale précise. Le Centre national de ressources textuelles et lexicales l'a définit notamment comme le fait de donner volontairement la mort pour mettre fin à des souffrances. C'est bien de cela dont il est question dans le texte dont nous discutons. Nous ne pouvons ignorer le contexte dans lequel intervient ce texte, celui d'une augmentation continue du nombre de personnes âgées, confrontées à un système de santé parfois défaillant, à des établissements insuffisants et à des territoires entiers où l'accompagnement fait défaut. Et surtout celui d'une solitude croissante, car nous ne sommes pas égaux face à la fin de nos vies. Certains sont entourés, d'autres sont seuls. Ce qui nous est présenté comme la création d'un droit
risque en réalité d'affaiblir le devoir de fraternité que nous devons aux plus vulnérables. Dans ce contexte, créer un droit à la mort provoquée fait peser le risque que des personnes fragiles, se percevant comme une charge pour leur famille, y recourent non pas par un choix libre, mais par solitude, par lassitude ou par désespoir. L'introduction de ce droit risque également d'affaiblir la dynamique des soins palliatifs et de tous les intervenants dans ce domaine, en substituant à l'innovation nécessaire pour trouver des solutions pour soulager la souffrance une réponse définitive. Le professeur Léon Schwarzenberg, qui fut un ardent défenseur du droit de mourir dans la dignité, mettait lui-même en garde contre une intervention excessive de la loi dans ce domaine. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs le Président, les rapporteurs, chers collègues. Bien souvent, on écoute sans trop d'attention une discussion générale, les orateurs se suivent sans toujours se ressembler. Et vous vous dites de toute façon pourquoi l'écouter? Elle est opposée par principe, par conviction. Eh bien, figurez-vous que non, nous ne votons pas un texte par principe, mais bien après un travail de fond. Ce texte, en effet, on le connaît, on l'a travaillé, disséqué, amendé, nous avons auditionné, nous avons mesuré ce qu'il engage, non pas seulement un ultime recours, mais une évolution du droit, du rôle de l'État dans la mort choisie, vers un basculement philosophique majeur qui touche à l'intime, à la vulnérabilité, à la fin de vie. Votre opposition de principe à tous nos arguments m'interroge, s'agissant justement d'un texte éthique. Parce qu'en la matière, il ne s'agit ni d'être moderne, ni d'être conservateur, il s'agit d'être législateur et de fixer un cadre. Ce sujet de société suppose la nuance, la prudence, le doute méthodique et la précision des termes utilisés. Il exige que l'on écrive précisément ce que l'on autorise et ce que l'on interdit. Or, dans cette version du texte, bien que l'on parle du sujet depuis 1978, au-delà de la rupture anthropologique qu'elle engage, il manque plusieurs éléments fondamentaux. La nécessité d'un contrôle a priori s'impose dès lors qu'il s'agit d'un acte irréversible. Un contrôle ad hoc, indépendant et inscrit dans la loi constituerait une garantie essentielle pour le patient, sa famille, pour le médecin et pour notre société. Il protégerait contre les erreurs d'appréciation, les pressions diffuses et l'isolement décisionnel. Vous comprenez qu'une fois le patient décédé, le contrôle a posteriori perd de son intérêt. Et pourtant, le contrôle a priori a été rejeté. La vie doit être libre et éclairée, c'est-à-dire exempt de toute pression économique, sociale ou familiale. Est-ce réellement au médecin de l'évaluer et non plutôt à un juge dont c'est le métier? Cette demande a été rejetée. On nous dit en commission que ce qui n'est pas écrit n'est pas interdit. Il ne sera donc pas interdit de pratiquer une euthanasie dans un établissement recevant du public pourtant inadapté comme un cinéma, par exemple, ou dans un funérarium. Cela peut vous choquer, mais ce n'est pas du détail, puisque ce n'est pas interdit. La place des soignants, elle est centrale. Vous les impliquez d'ailleurs considérablement en faisant une loi du pouvoir médical. Le principe du volontariat devrait permettre notamment une inversion de la norme. Les soignants ne sont pas de simples exécutants, faisant valoir leur clause de conscience, mais des acteurs éthiques, porteurs d'une déontologie et d'un engagement au service du soin. Je tiens d'ailleurs à les remercier très sincèrement pour ce que chacun fait au quotidien auprès des patients. Vous punissez pénalement le délit d'entrave, mais sans vouloir créer de délit d'incitation, pourtant bien réel parfois par abus de conscience. Monsieur le rapporteur, si ce texte est si cohérent, équilibré et solide, pourquoi refusez-vous d'inscrire dans le texte le contrôle a priori, la notion de volontariat, le délit d'incitation? Pourquoi laisser ces éléments essentiels au décret ou à l'interprétation? Le recours aux directives anticipées n'est selon vous pas un problème éthique, mais un problème d'équilibre pour que votre loi soit acceptable, soit votée. L'euthanasie ne saurait rester l'exception de la capacité physique bien longtemps, au dire de nos échanges en commission. Pourtant, ce qui n'est pas gravé dans la loi demeure fragile, et ce sont vos certitudes qui m'inquiètent. Dans nos échanges en commission, vous laissez à penser à un texte d'ultime recours. Mais la définition des critères reste très subjective puisque non scientifiquement actée. Vous prônez d'ailleurs, Madame Le Boucher, l'autodétermination.
Ce sera donc aux professionnels de santé de faire le tri dans un délai très contraint des souffrances qui pourront être que psychologiques, d'apprécier l'irréversibilité, d'évaluer l'absence de perspective d'amélioration. Nous leur confions une responsabilité immense dans un cadre bien flou. Naturellement, la liberté de vote au sein de mon groupe s'impose dès lors que ce texte touche à l'intime. Monsieur le ministre, mesdames, messieurs les rapporteurs, ne laissez pas penser que le texte est définitif, mais bien que nous avons des inquiétudes, des incertitudes, qui ne sont d'ailleurs pas que les miennes, mais bien celles de centaines de milliers de patients vulnérables qui se demanderont demain si leur vie est encore digne d'être vécue. Celles de milliers de soignants pour qui ce droit nouveau s'appliquera en tout point du territoire, alors même qu'ils n'ont pas toujours la capacité humaine ni matérielle de mettre en œuvre des soins palliatifs et un accompagnement de qualité. C'est, mes chers collègues, chaque voix dans cet hémicycle qui doit douter et raisonner dans la semaine à venir. Malgré un agenda électoral pressant pour certains, nous devons affirmer que notre travail de législateur n'est pas de voter sur un concept, mais bien de donner un cadre protecteur clair qui garantisse à la fois la liberté et la protection des plus fragiles. C'est précisément notre rôle de l'inscrire dans la loi pour être les garants de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Je vous remercie. Voilà pour la discussion générale des deux propositions de loi qui sont de retour en séance. L'une sur les soins palliatifs, la seconde plus sensible pour octroyer une aide à mourir sous certaines conditions strictes. On va bien entendu continuer à suivre ce débat sur LCP et le vote solennel, ce sera pour le 24 février prochain. À bientôt.